Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans Super Potion, votre talk show spécialisé boissons, marketing et branding. Et aujourd'hui, c'est la rentrée. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode et j'espère que vous êtes toutes et tous très excités d'avoir ce nouvel épisode de Super Potion. Et aujourd'hui, je reçois Élodie Swanberg. Salut Élodie. Bonjour Ludovic. Comment vas-tu depuis tout ce temps ? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça me fait très plaisir de te revoir, de te retrouver, parce qu'on avait travaillé ensemble il y a quelques temps. Euh, Effectivement. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés. En fait, tu m'as contacté via mon site Super Potion parce que je proposais des workshops turbo pour un petit peu connaître sa stratégie de marque, sa raison d'être, sa vision, sa mission, etc. Donc, on avait fait un workshop d'une semaine. Pour arriver sur une formalisation, un plan stratégique d'action, marketing, etc. Et du coup, ça, c'était à peu près il y a 1 an, voire un peu plus. Et du coup, j'ai vu dans l'ombre que tu avais potentiellement switché de projet, ou en tout cas, voilà, tu étais en pleine période de production. Et moi, je t'ai relancé avant les vacances. Et là, il y a une semaine, je t'ai envoyé un lien qui m'a fait penser aux premières idées. C'était un lien dans packaging design avec une manière spécifique au final de verser sa boisson, donc un nouveau rituel boisson, et ça va être un peu le thème de ce podcast d'aujourd'hui, les nouveaux rituels boissons. Et tout ça pour dire que voilà, on s'est remis en contact et je t'ai proposé de faire un épisode et tu as accepté volontiers. Donc ça va être sympa, on va parler un peu de tout l'envers du décor d'entrepreneur, de comment on fait pour figer son idée pour vraiment se lancer et arrêter de tergiverser 1000 ans. Mais avant ça, faut savoir quel projet, pourquoi, quel est le bon, etc. Et après, tu nous parleras sûrement aussi de tout le processus de production, de lancement, de comment on trouve peut-être soit des investissements, soit des investisseurs pour lancer tout ça. Donc, vraiment content de reprendre la rentrée avec toi. Et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux te présenter à nos auditeurs et nous parler de ton background d'entrepreneur ? Bien sûr. Donc, j'ai 40 ans. Je suis maman de 2 enfants. Vidar qui a 4 ans et Otis qui va avoir 5 mois la semaine prochaine. Et je suis donc l'arrière-petite-fille, présidente et fondatrice de Finote, donc ma marque dont on parlera par la suite. D'accord. Et mon background, si tu veux, moi je viens d'un monde totalement différent. À la base, je suis designer produit. Donc j'ai fait mes études à Paris et je suis tout de suite partie à l'étranger parce que j'avais une curiosité. J'avais envie d'être mêlée à différentes sociétés, différentes cultures. Donc j'ai d'abord travaillé un peu plus de 10 ans à Amsterdam dans le design produit. J'ai assez vite bougé dans l'innovation, le branding et un petit peu le digital. Pendant que j'étais à Amsterdam, j'ai eu la possibilité de travailler en Chine, à Shanghai, mais aussi à Hong Kong et un D'accord. peu aux États-Unis. Après cette première expérience, je suis partie, j'ai voulu me concentrer dans le digital et du coup, je suis partie à Stockholm où j'ai travaillé d'abord chez Fjord qui faisait partie du groupe Accenture. Donc ça s'appelait Fjord, maintenant ça a été totalement intégré, mais c'était la partie design stratégie. Donc D'accord. on crée des stratégies digitales pour leurs clients. Donc, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la strat digitale, ça. Exactement, Ok. exactement. Et donc après, on les transformait en produits digitaux, donc plateforme ou app. Et après, j'ai rejoint ma première startup, Natural Cycles, à Stockholm, qui crée des produits, des contraceptifs digitaux, euh, donc pour les femmes. Donc ça a été créé par 2 scientifiques qui ont réussi à vraiment identifier un algorithme pour identifier la période d'ovulation. Donc, tu ne veux pas tomber enceinte, voilà, tu te protèges pendant cette période-là. Si tu veux tomber enceinte, tu ne te protèges pas. Voilà. Et du Ok, coup, mais quand du je coup, les ai... c'est quoi? C'était une appli pour calculer le cycle menstruel, etc. Ou parce que contraceptifs digitaux, faut m'expliquer le concept un peu là. Oui, 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 si tu veux, en fait, tu prends ta température, donc la femme prend sa température, à savoir ou avec un objet connecté ou avec un thermomètre spécifique, 5 jours par semaine de préférence. C'est un peu comme la méthode Higino, sauf qu'il y a l'algorithme qui va te calculer de façon médicale et scientifique quand est-ce que tu vas avoir ton ovulation.
Et donc, D'accord. à savoir que autour de l'ovulation, il y a 5 jours qui sont ouvrés et qui permettent du coup d'identifier quand est-ce que tu peux tomber enceinte. Donc, si tu veux tomber enceinte, ben voilà. Si tu veux pas tomber enceinte, tu te protèges pendant cette période-là. Et D'accord. du coup, ce qui a été intéressant, c'est que quand je les ai rejoints, la marque était déjà bien établie dans les pays nordiques, un petit peu en Allemagne, un petit peu en Angleterre. Mais on l'a lancée aux États-Unis, avec tout ce que ça veut dire sur la contraception. Parce qu'en Europe, c'est voilà, c'est un choix personnel, c'est médical, c'est aux États-Unis, ça inclut la politique, ça inclut la religion. Donc c'était assez compliqué, mais la marque évolue très bien et très cool. Ok. Euh, Après, j'ai lancé une première entreprise. Alors pourquoi t'as arrêté ça du coup? Bah, j'ai arrêté ça parce que après ce premier lancement aux États-Unis, en fait, ça m'a donné envie de devenir entrepreneur. Je crois que c'était toujours à l'intérieur de moi, mais je n'osais pas. Je n'osais pas pour X raisons parce que je pensais que voilà, il fallait d'abord que j'apprenne. Et en fait, en travaillant dans une start-up, je me suis rendu compte que bah, on apprend sur le tas, on apprend en faisant. On Hmm. n'apprenait pas forcément en ayant bah, l'étude, le diplôme qui va avec. C'est vraiment, il faut savoir mettre la main à la pâte et y aller, quoi. Et porter plusieurs chapeaux. Ouais. Ne pas avoir peur de se confronter à des problèmes et essayer de les résoudre. Et ça m'a Accepter le vraiment... risque, quoi. Et... Ouais, voilà. Et ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Et du coup, j'ai créé ma première entreprise, donc Pomine. Donc, c'était une plateforme, toujours à Stockholm. On permettait aux employés de faire partie de la stratégie RSE de leur entreprise. Voilà. Donc, je l'ai créé avec mon mari, qui lui est indie dev, donc il travaille dans les jeux vidéo. Ok. Donc, il était le développeur. On commençait à deux. Moi, je prenais la partie design, la partie vente. Commençais à avoir 3 clients en bêta test, ce Mhm. qui était plutôt cool. Et là, ces investisseurs américains l'ont rappelé pour lancer la troisième partie de son jeu vidéo qu'il avait déjà lancé. Et il m'a dit, bah écoute, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, mais c'est ta passion, vas-y. Du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec mes bêta-testeurs sans développeurs, un petit peu compliqué. Ouais. Donc, j'avais plusieurs solutions. Ou fermer la boîte, ou trouver un autre développeur, mais certainement qu'il fallait que je rémunère d'une certaine façon. Forcément. Ou vendre la technologie, non pas l'entreprise, parce que si tu veux, on n'avait pas suffisamment de clients, c'était intéressant pour personne, mais la technologie avait un atout pour plusieurs boîtes. Parce que vous travailliez depuis un moment, du coup, sur toute cette techno? Oui, on avait travaillé, donc moi quand j'ai commencé à monter Pomine, donc j'étais enceinte et on a travaillé dessus pendant tout mon congé maternité, donc en Suède, c'est une période d'1 an. D'accord. Et donc, on l'a lancé à ce moment-là, quoi, juste à la fin du congé. Ok. Donc, ça nous a permis de Oui, donc t'as développer quand ça. même pas chômé pendant le congé mat, quoi. Non, 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 ça aurait pu être un peu plus tranquille de le prendre entièrement, mais on a travaillé à côté. Ok. C'était un choix. Et son jeu vidéo, si par curiosité, c'était quoi? Il est sorti ou Oui, il est sorti. Alors, c'est Silvio, D'accord. Silvio Black Matters. C'est un jeu vidéo horreur qui est sur Steam, qui est sur différentes consoles aussi. Ok, ah bah je vais regarder. Voilà. Top. Et du coup, juste pour finir avec Pomine, on a eu la possibilité de vendre la technologie à un client qui était intéressé et qui l'a reprise pour se l'approprier et du coup la lancer en interne. D'accord. Donc c'était un beau final parce que ça m'a permis en fait de me dire que ce projet avait une continuité avec quelqu'un d'autre, même si financièrement c'était pas une exit comme on peut voir avec les startups de nos jours qui gagnent des millions Hmm. à avoir vendu leur entreprise. Mais voilà, Et d'ailleurs, c'est première. intéressant ça. Comment tu fais pour estimer le prix de ta techno et comment tu fais pour trouver un investisseur? C'est via des sites Oui. web, le bouche à oreille? Comment tu... Alors il y a plusieurs façons. Nous, on a été on était suivis par des centres d'entrepreneurs. Donc, il y avait Startup Sweden à l'époque, qui regroupait différentes personnes, différents experts, qui t'aident en fait à répondre à tes problèmes d'entrepreneur, quels qu'ils soient, ou à te connecter avec des experts dont tu as besoin.
qui te mettent aussi en contact avec des investisseurs. Il y a aussi pas mal d'aides, donc que ça soit en Suède, que ça soit en France, chaque pays a ses options. En France, il y a la BPI qui marche très bien, qui aide les entrepreneurs pour leur phase d'amorçage, Mm. notamment dans l'innovation. J'ai fait En la Suède, demande d'ailleurs pour être consultant oui. BPI expert. On va Ah, voir ce que super. ça donne. Ils ont mis Ok. dans leur petit papier, mais après, il faut passer pas mal de rounds pour que ça colle avec eux, quoi. Mais bon, Oui, mais en tout cas, oui, j'en entends parler à tous les podcasts de la BPI, donc forcément, j'ai voulu me rapprocher d'eux, quoi. On verra ce que ça donne. il y a les diag avec la BPI qui sont très intéressants, notamment le diag design qui permet justement d'avoir une partie pour les entreprises d'être financées et de travailler avec différents experts. Ok. Nous, là, pour Finot, on a eu la bourse French Tech Innovation avec la Ouais. BPI, donc qui est aussi très sympa, qui permet de financer toute cette première partie de recherche et de développement. Bah, c'est celle-là dont tout le monde parle. Enfin, je pense que les auditeurs l'auront entendu pas mal de fois, la Ouais. French Tech de BPI, ouais. Mm, mm, mm. Et donc, juste pour revenir à l'histoire, donc voilà, on a vendu Pomine. On retourne en France, j'intègre une nouvelle start-up et je pars en voyage professionnel et là, je tombe malade avec le Covid. Bon, un petit peu comme tout le monde, hein, j'imagine que tout le monde l'a plus ou moins attrapé. Sauf que moi, je m'y attendais vraiment pas, mais j'ai eu une insuffisance respiratoire et j'ai été hospitalisée. Donc ça a été, premièrement, un peu la surprise, deuxièmement, un petit peu compliqué. Remise en cause de, OK, voilà, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Est-ce que je veux retourner en entreprise? Est-ce que je veux recréer une entreprise? Et cette réflexion m'a poussée à recréer une entreprise, mais j'ai voulu me concentrer dans le bien-être. Et du coup, une boisson bien-être. Voilà, c'était ma première idée, parce que je pense que j'avais un besoin qui était ancré à cette époque-là, vraiment qui me disait, OK, il faut que c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de faire. Mm. Et ce qui est aussi était en ligne avec les demandes du marché, les tendances, ce besoin de bien-être, ce besoin de self-care, ce besoin de se ressourcer, que ça soit santé mentale, santé physique, tous ces besoins voilà, sont au centre de ce que beaucoup de gens font en ce moment. Ouais, les tendances marketing boissons, de toute façon, c'est boissons fonctionnelles plus. Donc, Voilà, soit moins d'alcool, soit moins de sucre, soit les deux en même temps. Enfin, en tout cas, ouais, on était pile dans ce qui se fait ou dans ce qui est recherché, en tout cas. c'est Et, ça. ouais. Et du coup, on a fait le workshop ensemble. On arrive à une vision de marque portée sur le concept de compagnon d'hydratation, entre guillemets, pour personnes sous pression ou anxieuses. Et tu voulais cibler pas mal aussi les jeunes parce que, bon, bah voilà, il y a pas mal de jeunes qui sont mal dans leur peau, qui se posent des questions. Il y a la question du harcèlement aussi qui se pose de plus en plus. Enfin, il y avait tout ça. Donc, avoir une boisson qui t'aide, qui t'accompagne, qui te coach un petit peu. Et tu avais toujours encore ce pendant d'être la grand-mère ou l'arrière-grand-mère qui vient donner des conseils à son petit-fils ou son arrière-petit-fils, etc. Donc il y avait un côté assez ludique et intimiste et sympa. Et donc moi j'en étais resté là. On avait travaillé pendant une semaine d'arrache-pied sur tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça euh, Moi, j'ai vu que tu n'avais pas lancé ce qu'on s'était dit de lancer. Je suppose que tu avais encore plein de questionnements, même une fois que la formalisation du workshop a été faite. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passé ce process C'est ça. En fait, je t'avais contacté parce que j'étais un peu bloquée avec mon idée. J'avais besoin justement qu'on travaille ensemble. Ce workshop m'avait fait vraiment avancer, mais j'avais encore des doutes et je pouvais pas les expliquer. Et c'est au moment où on a déménagé, donc on est retourné dans le sud de la France, là où est ma famille. Et en fait, le premier jour, j'ai retrouvé les livres de recettes de mon arrière-grand-mère, donc Finotte, ces livres de recettes d'apéritifs. Et là, d'un seul coup, je me suis fait, mais c'est ça, en fait. Je Tu vais savais relier. qu'elle faisait ça? Oui, je savais qu'elle faisait ça, parce qu'en fait, si tu veux, euh, c'est au 19e siècle donc, qu'elle créé ces apéritifs maison. Et moi, j'ai grandi avec toutes ces histoires.
Donc, elle les créait parce qu'elle avait un petit vignoble. Donc, elle les aromatisait à partir des plantes des montagnes, différents épices. Et elle les vendait à mon autre arrière-grand-mère, Catherine, qui, à Perpignan, avait son épicerie fine. C'était la première épicerie fine de la région. Et Ok. donc, en fait, si tu veux, ces apéritifs, elle les vendait un petit peu en marque blanche à toute la restauration, les hôtels de la région. Et ça marchait plutôt pas mal, mais ça ne vivait pas en tant que marque. Hmm. Voilà. C'était les apéritifs de Finotte, le magasin de Catherine. Voilà. Et des années ont passé, ils ont vendu le commerce. Et moi, j'ai juste grandi avec toutes ces histoires. Sauf que là, je me suis dit, mais il faut vraiment que je redonne vie à ces recettes familiales, en fait. Alors, le tout sans alcool. Donc, Donc à l'époque, c'était des apéritifs alcoolisés qu'elle faisait, ouais. exactement. Ok. Exactement, des apéritifs alcoolisés. Et c'est très intéressant parce que dans le premier projet, on était parti sur des boissons fonctionnelles. Hmm. Mais quand on pense aux apéritifs au XVIIIe, au XIXe siècle, bah, ils étaient vendus comme des boissons fonctionnelles. Parce qu'ils étaient vendus en pharmacie Ouais. avec des plantes dites médicinales Hmm. pour justement pallier à des maux de l'époque. Voilà. Donc, il y a toujours un petit peu ce lien qu'on peut faire. Et après, Euh, enfin, ce livre, tu l'as retrouvé, tu l'avais déjà lu auparavant ou tu l'as découvert? oui, je l'avais déjà lu auparavant, mais donc je l'avais, si tu veux, je l'avais en mémoire, Hmm. mais je pense que je l'avais un petit peu oublié. Ouais. Et c'était pas le Et moment, du coup, enfin, ouais. c'est ça, c'est ça. Et d'un seul coup, je l'ai revu chez mes parents et tout est devenu limpide pour moi. Ouais, donc au Et final, surtout, ce que je disais en off, on peut pas tester quand on a un coup de cœur et qu'on sait que c'est vers ça qu'il faut se tourner, bah ouais, il faut tout lâcher et y aller, quoi. Et c'est au ça. final, bon, bah, on a fait quand même un travail qui t'a peut-être sûrement aidé sur d'autres choses ou d'autres manières de penser. Mais au final, la formalisation n'a rien à voir avec ce qui est lancé aujourd'hui. Et bon, bah, c'est ça les aléas aussi de l'entrepreneuriat. Par contre, tu as un storytelling de malade que tout le monde t'envierait là, pour le coup. Hein, parce que c'est d'une arrière-grand-mère à l'autre et c'est quelque chose qui. Enfin, ça nous fait vibrer quoi. Quand on pense aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, je pense que la plupart ont des notes positives et voilà, ça fait un retour dans l'histoire tout en étant ancré dans le moderne. Donc ouais, en termes de storytelling, tu as de la chance d'être arrière-petite-fille de Finotte, quoi. Cool, bah oui. Et justement, pour faire le lien entre ce que tu dis et le sans-alcool, entre le passé et le moderne, je pense que aussi le choix par rapport au sans-alcool, c'est aussi très important parce que si tu veux, moi j'ai 40 ans et du coup je fais partie d'une génération où bah, quand on est adulte, on boit de l'alcool. C'est comme ça. J'ai toujours vu dans les traditions ou même dans nos sociétés en France dans lesquelles on vit, ça faisait partie des normes. Mm. Et pourquoi justement réinventer ces recettes mais sans alcool? Bah, parce que je pense que ces apéritifs qui font partie des rituels de consommation, des moments de consommation qu'on peut avoir à tout moment dans notre vie, euh, ils sont pas figés en fait. Ils évoluent avec les valeurs, ils évoluent avec le temps. Et pour revenir aux besoins de bien-être, bah, aujourd'hui, je pense que le sans-alcool a toute sa place à jouer en fait par rapport au bien-être et par rapport à justement réinventer toutes ces boissons, mais bah, sans alcool, mais les retrouver dans des moments clés comme on pouvait boire un champagne pour un anniversaire ou un apéritif en fin de journée ou avant un repas ou autre. Ouais, Voilà. j'avais vu que tu t'étais posé la question sur un de tes posts LinkedIn où tu marquais quand j'étais jeune, il semblait évident que devenir adulte signifiait boire de l'alcool, mais est-ce que cela doit être le cas pour les générations futures? Mm. Et on le voit que les jeunes boivent moins d'alcool. En tout cas, les jeunes anglo-saxons boivent moins d'alcool. Je ne sais pas si c'est vraiment encore le cas en France, mais on fait de plus en plus attention à notre santé physique et mentale et on évite un peu plus l'alcool. En tout cas, c'est un peu moins la classe de boire de l'alcool quand on est jeune aujourd'hui, quoi. Pour la Gen Z et la Gen Alpha, ça devient un peu boomer de boire de l'alcool, j'ai l'impression. Mais je pense que tu as totalement raison et je me demande si c'est pas un petit peu comme la cigarette où tu sais avant bah on était influencé par avant les boomers la pub Marlboro hein, Mm. avec le cowboy qui fumait, c'était très cool et maintenant c'est devenu moins cool de fumer. Après, ça dépend aussi
toi, tu as beaucoup voyagé, tu as été dans des pays anglo-saxons, donc tu as sûrement une culture qui va avec. Et moi, je le voyais quand j'étais en Australie, c'était la loose de fumer. Enfin, les Ouais. Australiens, ils te regardent quand tu fumes. Enfin, c'est pas possible, quoi. Pas de ça chez eux. Et au final, il y avait que les Français qui fumaient en Australie, quoi. Avoir des paquets de tabac, des roulés sur une table de bar, etc. Enfin, à chaque fois, tu étais regardé comme un. Alors, moi, je fume pas, mais en tout cas, pour mes potes ou pour des gens qu'on voyait là-bas, des Français, on était un peu mal reçus de faire ça. Euh, Peut-être que c'est le cas aussi pour l'alcool. En tout cas, là, tu t'attaques quand même aux Français, avec tout ce qui va avec, toute la tradition française de l'apéro, du bon vin, de la bonne bière, du bon spiritueux, et de la cigarette aussi. Donc, au final, il faut s'adresser aux jeunes pour être sûr que ta marque marche pour du sans-alcool, ou tu peux faire switcher des gens. Alors, en effet, c'est un vrai challenge. Et puis, pour ajouter à ce que tu dis, je suis aussi en région Occitanie, qui est la région où on boit le plus d'alcool en France. Hmm. Donc, je pense que si tu veux, bien sûr, peut-être que les jeunes seront les premiers à consommer Finote ou des boissons non alcoolisées, mais en fait, on retrouve des boissons, des besoins en fait d'incorporer du sans-alcool dans sa consommation de tous les jours ou d'un moment à toute génération. Et c'est ça que j'ai retrouvé en interviewant pas mal de personnes autour de moi. Euh, en, en France, ce qu'on recherche vraiment, c'est l'aspect gustatif. Quand on consomme un bon vin, quand on consomme un apéritif, quand on le marie avec un mets, c'est vraiment parce qu'on aime, on a le plaisir du goût, que ça soit avec ou sans l'alcool. L'alcool, bien sûr, apporte la longueur en bouche, apporte un plaisir, mais au point de vue le corps, en fait, je pense, du désir du français, c'est le plaisir de la boisson, donc le Hmm. plaisir du goût. Le Et goût, du ouais. Ça rendre les exact. boissons gourmandes, c'est le facteur numéro un de tous les gens que j'ai interviewés ou tous mes clients. À chaque fois, c'est ça. Et quand tu interviews des gens, justement ce que tu as fait. Donc au final, tu as fait le pivot, tu as retrouvé le livre de ton arrière-grand-mère. Et là, tu as commencé, tu as redéroulé tout un process stratégique. Donc tu as commencé à interviewer des gens autour de toi ou des consommateurs d'avant, si je sais pas trop s'ils existent encore du coup, mais comment tu as fait en fait? Et ben exactement. J'ai commencé à réinterviewer des gens. Donc, j'ai interviewé des personnes âgées qui avaient consommé du Finote, qui étaient encore vivantes, Ok. des, des nouveaux, enfin, des personnes de toute génération. Et je me suis rendu compte que, alors après, bon, je me suis rendu compte que premièrement, il y avait un besoin à travers toutes ces générations de, voilà, consommer un verre de sans-alcool pour X raisons. Que ça soit pour des raisons de santé, que ça soit parce qu'on est sportif, que ça soit parce qu'on est chef d'entreprise et qu'on a besoin de rester super concentré et super dynamique dans sa vie de tous les jours, et que quand on commence à vieillir un petit peu, parce qu'on est sollicité dans plein de réunions, ça devient compliqué de boire de l'alcool tous les jours, et le lendemain on est fatigué, on n'est plus aussi performant. Pour des raisons de religion, pour des raisons, voilà, de santé. Euh, En fait, toutes ces raisons sont à travers toutes les générations. Donc après, c'est vrai que l'alcool est ancré pour une question de tradition auprès des générations un peu plus âgées. Je dirais que les générations plus jeunes sont plus malléables, elles sont plus ouvertes à tester et à se poser la question de ce qui est bon pour eux avant de foncer tête baissée sur mes parents buvaient ça, je le bois aussi. Alors mes parents buvaient ça, je le bois aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi en fait? Hmm. Est-ce que je vais le boire de la même façon ou est-ce que je vais me l'approprier un petit peu différemment? Et je vois ton projet se mettre en relation avec un podcast intergénérationnel, tu vois, genre ceux qui ont la chance encore d'avoir leur arrière-grand-parent, tu vois, un podcast où l'arrière-petite-fille interview son arrière-grand-mère ou son arrière-grand-père sur n'importe quelle chose de la vie, mais que ça soit potentiellement
on va dire, lié à ta marque d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a quand même la loi E20 en France. Et en même temps, tu vends des produits sans alcool, donc ça matche quand même, tu n'as pas trop de loi E20 derrière. Donc, pour pousser un petit peu le storytelling et le côté intergénérationnel et rétro-futur, etc., je pense que ça pourrait être une bonne idée. T'as pas essayé de garder ces conversations, de les enregistrer pour les avoir en stock ou Je les ai pas enregistrés, j'ai juste pris des notes, mais en effet, ça aurait été sympa. C'est quelque chose que je peux peut-être faire maintenant. Ouais, ça pourrait être touchant. Enfin, tout ce qui a trait de façon aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, t'as forcément des anecdotes d'antan et des choses touchantes, et ça peut donner des choses type France Inter, quoi. Je sais pas. Mais, Totalement. Totalement. J'ai encore mon père a 86 ans. Donc lui, il travaillait au magasin, tu vois, parce qu'ils n'allaient pas à l'école les jeudis. Et du coup, j'ai toutes ces histoires, ces anecdotes du magasin quand il faisait les livraisons et autres. C'est vraiment sympa, quoi. ouais, De- c'est génial. J'avoue que j'ai fait des interviews aussi pour une brasserie belge qui relance une marque qui a été faite par le papa et qui est relancée par les jeunes qui ont 25, je pense, un truc comme ça. Et du coup, je me suis mis à interviewer le papa qui fondait la marque, plus tous les potes du papa, plus voilà. Donc au final, c'était une catégorie plutôt senior. Mais en plus, c'est des Belges, donc au final, au téléphone, c'était mort de rire. Il y avait plein d'anecdotes ou plein de trucs trop sympas. Et du coup, ça rend tout le monde touchant. Et voilà, ton travail, c'est d'être consultant en stratégie boisson, mais en fait, tu te retrouves face à des gens qui ont des besoins très simples. Donc en fait, des fois, on essaie d'avoir des stratégies alambiquées, alors que tu prends juste la vie comme elle est, et puis t'en fais quelque chose de bien en les écoutant, en faisant attention à pas faire n'importe quoi, à pas revenir sur ses grands sabots en changeant la marque radicalement. Donc bon, ça c'est bien pour les travails de rebranding. Quand on doit créer la marque de zéro, c'est encore autre chose. Mais ouais, ce travail d'interview, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba, quoi. On peut pas faire sans, quoi. Donc du coup, tu as fait ces interviews. Ça t'a conforté dans ton idée de rester là-dedans. À partir de quand t'as figé l'idée? C'est ça. Disons que j'ai figé l'idée en fin d'année dernière, donc en fin 2023. Après avoir fait mes interviews, après avoir fait mon étude de marché, quand je me suis rendu compte qu'au point de vue statistique aussi, tout poussait vers le sans-alcool qui grandissait, même si on part de très bas à la base. Euh, du coup, je me suis dit, OK, je me lance. Ce projet est vraiment un projet qui me tient à cœur pour toutes ces raisons. Et du coup, c'est parti. Du coup, j'ai rejoint un centre, ici, une pépinière d'entreprise et aussi un incubateur. Mhm. Donc, Supagro à Montpellier et le Cap Entreprendre à Argelès, qui m'accompagnent et qui m'ont permis de rentrer en contact avec la BPI, donc avoir la bourse French Tech, le Diag Innovation, pour financer la première partie de recherche et développement, parce que créer des boissons alcoolisées ou en apéritif, même si j'avais les recettes, et se dire, OK, on va juste retirer l'éthanol, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on veut retrouver une bonne longueur en bouche, il faut rajouter des ingrédients, il faut peut-être retirer un petit peu de certains ingrédients. Aussi, rééquilibrer un petit peu les recettes par rapport aux attentes du marché de nos jours. C'est vrai qu'à l'époque, on était très, très poussé sur l'amertume, même si, par exemple, l'amer fait partie euh, d'un des goûts de notre apéritif, on l'a un petit peu mieux équilibré. Voilà. Donc, toute cette partie-là. Et donc, ça m'a permis, en fait, de retravailler les recettes. J'ai fait une première mini-production dans un labo. On a fait 4 litres et je les ai fait tester auprès de professionnels de la région, donc Ok. auprès de sommeliers. Tu restais dans le sud, t'as pas envoyé tes produits à droite à gauche en France, tu restais régional? Alors, si, j'ai aussi j'ai fait déguster différents cavistes sans alcool un petit peu partout en France, à Paris, donc le Pan qui boit, qui a bu, Gueule de joie, la cave parallèle. Que des Donc, sans-alcool pour le coup, ou t'as quand même testé des vrais cavistes? des sans Enfin, des alcool vrais. en France. Oui, attention à ce qu'on dit. Attention, maintenant, il faut être inclusif là, c'est Ah, chouette. c'est ça. Et des vrais cavistes ici. Des vrais cavistes. Enfin, qu'est-ce que je dis moi Ah, aussi? tu vois?
Écoute, je répète. Donc des cavistes traditionnels, on va dire, ici. Voilà. Donc voilà, sommeliers, cavistes, commerciaux, donc commerciaux de spiritueux et d'alcool, restaurateurs, barman et aussi des consommateurs qu'on avait ciblés. Donc on avait Ok. 40 personnes. Et les retours ont été vraiment très intéressants, très positifs par rapport à l'apéritif. Il y a même des cavistes traditionnels qui croyaient qu'il y avait de l'alcool dedans. Ok. Et du coup, Donc, c'était quoi? T'as fait tester 3 produits, deux, un seul? j'ai fait tester 2 produits. Donc, on a un apéritif qu'on peut boire on the rocks ou utiliser en mixologie. Donc, c'est un apéritif qu'on peut assimiler à, donc pour la région des Pyrénées-Orientales, un vieux Banyuls ou un vermouth. Quelque Ok. chose qui parlait plus à tout le monde. Donc, on est plutôt sur le côté gourmand, herbacé, amer, avec en note finale des notes de pain d'épices. Et un spritz prêt à déguster, orange, gentiane, romarin. Voilà. Ok. Donc, par rapport au Ça donne spritz, envie, on a ça. bon, ben, bientôt dégustation, hein, Ludovic. Ah ouais? Moi, j'attends que ça. Ouais, superbe. On a, pour le spritz, si tu veux, on a plutôt la douceur de l'orange qui se marie avec l'équilibre herbacé et amer de la gentiane et du romarin, Ok. avec des petites bulles. Voilà. Donc, assez sympa, le spritz qui se boit aussi toute l'année ou selon l'endroit où on vit, plutôt l'été. Mais donc on a fait tester ces 2 boissons. L'apéritif, on n'a pas changé la recette, on l'a gardé telle quelle. Le spritz, on l'a un petit peu modifié. Donc on a plus joué sur le côté équilibrer l'acidité. Voilà. Donc ça nous a permis vraiment d'avancer, de ticker un petit peu, se réconforter dans nos actions et, euh, et avancer. Je dis on à chaque fois parce que j'ai une cofondatrice, D'accord. Hélène Deligny, qui, elle, est basée en Normandie. On travaillait ensemble à Amsterdam avant. Et elle est partie à Shanghai, moi je suis partie à Stockholm. Et on s'est retrouvés. Je commençais ce projet et elle m'a contactée en me disant, voilà, maintenant je suis en recherche de travail, tu n'aurais pas un projet à me proposer ou que tu connais pas quelqu'un qui, tu connais, voilà, tu sais ce que je sais faire. Et du coup, je lui ai dit, bah, est-ce que ça t'intéresserait de me rejoindre dans ce projet? Je lui en ai parlé et elle était à fond et du coup, on travaille dessus ensemble. Du coup, vous êtes à deux là-dessus. Et à quel moment tu as construit enfin, une nouvelle société? Enfin, construit, c'est pas le mot, mais Oui. enfin, en termes administratifs, quand est-ce que ça se passe tout ça? Alors, normalement, ça se passe le plus tard possible parce qu'à partir du moment où on a une société, on a aussi un comptable. Et du coup, on a déjà des frais qui sont engagés. Mais dans notre cas, euh, vu qu'on a eu la bourse French Tech avec la BPI, on a dû créer une société directement parce que la BPI ne va pas virer des fonds sur ton compte bancaire Perso, personnel. ouais. Ok. Voilà. Donc, la société s'est créée à ce moment-là, donc en fin de l'année dernière. Et on a pu recevoir les fonds, on a pu commencer. Euh, C'est combien les fonds, si c'est pas indiscret? pour la BPI, oui, c'est 30 000 euros de bourse French Tech Ok. et 8 000 euros de Diag Innovation. D'accord. Voilà. Donc, à savoir le Diag, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet donc de payer un prestataire externe. Voilà. Ok. Donc, pour nous, un labo technique qui nous a aidé à stabiliser les boissons et à finaliser nos recettes. D'accord. Ok. Donc ça, vous les avez envoyés dans des packaging classiques, enfin dans des bouteilles, type bouteille de bière ou. Oui, exactement. On avait nos bouteilles, donc 20 centilitres. On a organisé une première dégustation à Banyuls, donc dans le sud, dans une école de sommelier. Et après, j'ai été faire du porte-à-porte aussi chez des cavistes et d'autres restaurateurs sélectionnés. Et quand tu fais Euh, ça, tu magnifies un peu l'expérience. Tu avais déjà un prototype de design d'étiquette, de logo, tout ça, ou tu y allais vraiment à l'authentique en écrivant à l'arrache sur une étiquette, sur une bouteille. Enfin, comment tu présentes cette dégustation pour donner envie au final? Bah,
Ça a vraiment été à l'arrache. Donc, à savoir, on avait nos bouteilles en verre transparent de 20 centilitres, une petite étiquette écrit à la main apéritif, une autre écrit à la main spritz, dégustation à l'aveugle. Voilà. Oui, donc au final, dégustation à l'aveugle, ça rajoute ce côté, on s'en fout un peu du packaging au final. Ça. Et ouais. Et après, par contre, après, parler de la marque, parler des ingrédients, voir s'ils le retrouvent avec. On avait aussi créé un formulaire, donc pendant la dégustation, pour que les personnes puissent vraiment nous communiquer ce qu'ils ressentent quand ils boivent la boisson. Donc un formulaire type basique de dégustation, où on parle des notes aromatiques, on parle du nez, on parle de la couleur, voilà, pour avoir le retour, pour voir si c'était vraiment en équation avec ce qu'on voulait communiquer. Et tu sentais que le storytelling avec ton arrière-grand-mère leur plaisait? Enfin, est-ce que tu sentais que tu touchais un truc assez cool avec cette histoire-là ou Absolument, ouais. absolument. En fait, si tu veux, pareil, l'histoire de l'arrêt-grand-mère, pour moi, c'était vraiment très motivant au début, mais je ne savais pas si ça allait parler à tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'à travers toutes les générations, euh, ça les touchait. Et tout simplement parce qu'on a tous une grand-mère, on a tous des souvenirs où on a vu quelqu'un qui a une grand-mère et on se souvient de ces relations que ces personnes pouvaient avoir. Et du coup, c'est la petite Madeleine de Proust qui revient. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça qui crée une marque, hein. De toute façon, c'est l'émotionnel qui fait l'acte d'achat ou l'acte d'aimer une marque. Enfin, c'est un peu intangible, quoi, au final, de kiffer une marque. Donc là, tu touches un point assez crucial là-dessus. Et au final, tu as voulu quand même t'approcher du secteur sans alcool dans la catégorie alcool, donc type spiritueux sans alcool, vin sans alcool, bière sans alcool, tout ça, plutôt que dans l'aspect jus, tu vois, enfin vraiment la catégorie boisson classique. Parce qu'il y a toujours ce truc chez certains, c'est assez divisé, et encore plus en France. Spiritueux sans alcool, il y en a plein qui te regardent avec les yeux écarquillés. Pourquoi faire une hérésie pareille, etc. Donc à partir d'un moment, il faut aussi arriver à savoir est-ce qu'on se place en retail dans les jus ou est-ce qu'on se place à côté des spiritueux. T'as fait quel choix à ce niveau-là? Moi, je me suis basée dans la catégorie spiritueux, à savoir on est un apéritif. Peut-être que c'est intéressant, je ne sais pas si les auditeurs connaissent la différence entre un spiritueux ou un apéritif. Il y a une catégorisation au niveau de la loi de l'apéritif? Oui, alors, premièrement, l'apéritif, on a normalement une base de jus de raisin, de vin, euh, qu'on va aromatiser à partir de différentes plantes. Donc, il y a une macération, une aromatisation de cette base de raisin. Voilà. Alors que les spiritueux, on est vraiment dans la distillation. Donc, au point de vue de la texture aussi, on va avoir quelque chose qui est totalement différent. Les spiritueux sans alcool, ça va être plus comme des hydrolats, donc comme de l'eau. Les apéritifs, on va avoir une texture qui peut rappeler l'éthanol, c'est-à-dire un peu la larme que tu peux avoir sur ton verre quand tu consommes, donc plus une matière. Ce qui est intéressant, voilà, pour revenir à ce que tu disais, c'est pourquoi se mettre dans la catégorie spiritueux plutôt que jus. Parce que je pense qu'on approche ces deux catégories quand on va consommer quelque chose comme ça de façon totalement différente. Quand on consomme un jus de fruits ou un jus de légumes, enfin, on va dire un jus de fruits d'abord. Le jus de fruits, on va le rechercher parce que, bon, l'aspect gustatif, mais aussi l'aspect sucré. Euh, Quand on consomme un spiritueux, un apéritif, c'est parce on recherche une boisson qui est beaucoup plus adulte. Une boisson qui nous rappelle en fait toutes ces notes gustatives qu'on peut retrouver dans les boissons alcoolisées, mais l'alcool en moins. Voilà. Ok. Donc, Donc du coup, tu restes sur l'aspect spiritueux, entre guillemets, donc plus apéritif. Et en parlant de ça, comment est-ce que tu as décidé de concevoir le produit, le packaging, quelle bouteille choisir? Est-ce qu'il faut choisir une bouteille? Est-ce que tu peux pas faire juste des cocktails ou apporter ça en vrac chez
euh, soit chez des cavistes, soit directement chez des mixologues pour qu'ils fassent que des cocktails à base de ça. Enfin, comment tu décides de distribuer ton produit? Hmm. Ça, c'est une bonne question et ça a été un gros challenge. Euh, Parce que, alors, le vrac, je vais y revenir, mais je vais d'abord parler des bouteilles. Donc, les bouteilles, euh, on a voulu aussi retrouver les codes de l'apéritif, les codes des spiritueux. Donc, à savoir, au point de vue du design de notre bouteille, euh, retrouver une bouteille en verre qui communique ces codes. Maintenant, vu qu'on est dans du sans-alcool et on fait pas de la distillation, on est obligé de pasteuriser notre produit. Donc, un petit peu, si tu veux, comme on pasteurise un jus de fruits. Bon, il y a différentes techniques de pasteuration, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais ce qui fait que de nos jours, en fait, il n'existe aucune bouteille en verre type spiritueux dans le monde, aucune bouteille dans le monde qui qu'on puisse pasteuriser. Il n'y D'accord. a aucun verrier qui va te dire mes bouteilles de spiritueux, vous pouvez les pasteuriser. Là, la pasteurisation, c'est pour conserver ton produit ou C'est pour ça, le c'est-à-dire stabiliser? alors, c'est pour le conserver, le stabiliser, c'est-à-dire que c'est pour oui, le conserver. Ok. Mais là, on est dans un petit format. Parce que moi, la plupart des spiritueux sans alcool, ou c'est pour ça que j'arrête d'en acheter, ou apéritifs sans alcool, j'ai l'énorme déception d'ouvrir le Mm. truc, de me dire ah c'est cool, je me fais un ou deux verres, et d'avoir une bouteille complète qui reste au frigo au final pendant un mois parce qu'il n'y a que moi qui m'y intéresse ou que j'ai pas forcément d'apéro prévu, voilà. Et au bout d'un mois, j'ai bu deux verres et il faut déjà jeter le produit parce qu'il est pas consommé. Alors qu'il coûte quasiment pareil qu'une bouteille de spiritueux, sauf qu'elle doit être jetée à la poubelle. Donc ça, pour moi, c'était l'élément incontestable et définitif de ne plus jamais acheter de spiritueux sans alcool, alors que l'idée me plaît. Donc, Mm. et si je trouvais quelqu'un qui arrivait à pallier à ça, là, je me reposerais la question. Mais pour l'instant, je trouve ça abusé, surtout quand tu es spiritueux sans alcool, tu payes pas les taxes que payent les spiritueux. Donc bon, enfin voilà, il y a plein de choses qui Oui, font que... si tu veux, bon, nous on propose des petits formats aussi. On propose du 20-25 centilitres. D'accord. Euh, voilà, si on veut goûter une première fois 25 centilitres, ça permet d'avoir quelques cocktails. Ça permet de se rendre compte si c'est quelque chose qu'on veut consommer en plus grande quantité et à ce moment-là acheter une plus grande bouteille. Mais par rapport au prix, euh, bah oui, on n'a pas l'éthanol, mais on a beaucoup de plantes, on a beaucoup d'ingrédients qui, au final, on est obligé, si tu veux, un vermouth traditionnel, leurs plantes, ils vont mettre pour une bouteille 12 grammes. Nous, on va mettre 1 kilo. Le pourcentage, on est à 8000 plus important de matières premières. C'est pour ça que le coût, si tu veux, est aussi c'est comparable, spiritueux sans alcool et spiritueux avec alcool ou apéritif sans alcool, apéritif avec alcool. Après, bien sûr, je te dis ça par rapport à nous, je n'ai pas la recette de toutes les marques, je ne peux pas comparer toutes les marques, les vodkas sans alcool avec les vodkas ou les gins ou autres. Ça, je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Mais Hmm. par rapport à un vermouth, voilà ce Ok. qu'on pourrait comparer. Donc, du coup, tu as fait le choix de proposer du 25 centilitres, mais le format, on va dire, principal, qu'est-ce que ça va être du coup? C'est une bouteille? Oui, exactement, une bouteille. Une bouteille, alors on fait des bouteilles pour commencer. Euh, on a des idées de faire du vrac par la suite, donc en cubi. Pourquoi? Parce que c'est intéressant pour la restauration. Hmm. Ça peut être intéressant aussi peut-être pour les consommateurs finaux. Donc, il va falloir qu'on fasse un petit peu plus de recherche là-dessus, mais c'est déjà dans notre idée de nous lancer là-dessus. Et puis aussi, surtout pour des questions d'environnement, parce que le verre, même si on essaye de trouver des bouteilles en verre qui soient qualitatives, mais qui ne soient pas trop lourdes, euh, le verre reste quand même polluant, même si on peut le recycler. Euh, alors que le format, aussi le format canette, je trouve que le format canette est très intéressant. Ouais. La canette, on peut recycler à vie, la canette voilà, on recycle. Et du coup, là, tu avais en tête quel type de forme de bouteille et quelle contenance?
Alors moi, à la base, on avait une idée de faire du 70 centilitres avec une bouteille plus apéritif spiritueux, un petit peu plus robuste. Et maintenant, on a réussi à trouver une bouteille d'apéritif qui, pour nous, on vous la laissera découvrir, mais qui représente totalement la marque, qu'on peut pasteuriser et qu'on vend en 74 centilitres. Ok. Donc du coup, On a du 25 et du 74. d'accord. Et, et qui dit pasteurisation, du coup, une fois qu'elle est ouverte, comment tu le conserves, ce Voilà, produit? je le conserve au frigo. Ouais, Voilà, voilà, pendant 6 semaines. 6 semaines, ok. Ouais, ça reste encore ce même problème. Et je sais même pas si on peut y pallier à ce problème, parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. C'est Mais ça. Après, tu peux te dire qu'un couple, s'ils se font un cocktail une fois par semaine, tu l'as fini ta bouteille. ouais, c'est ça, c'est arrivé à trouver. C'est peut-être des choses qui manquent marketingment parlant, essayer de trouver des moments de consommation ou des occasions de consommation et que ces exemples soient limite marqués sur l'étiquette derrière, ou en tout cas que Mm. le consommateur puisse se dire ok, j'ai ça, qu'est-ce que je fais avec, ou alors je l'utilise aussi pour cuisiner. Enfin, mais je pense qu'il faut dire aux gens comment utiliser le produit, sinon bah, même moi qui sais utiliser ce produit, tu vois, je suis à court d'idées et mon produit se périme dans le frigo. Donc, Bien je sûr. pense qu'il faut se faire ce rappel à chaque fois. Donc là, tu as trouvé ça. Je suppose que tu as travaillé sur l'étiquette, etc., si c'est parti en production. Oui. Euh, Donc, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout l'aspect design, etc., branding? donc l'aspect design, on a voulu ancrer la marque autour de cette histoire de Finote. Donc, l'histoire de l'héritage familial, mais aussi le sans-alcool, donc c'est-à-dire l'innovation contemporaine. Donc, au point de vue de l'identité visuelle, on a plutôt une marque qui reste sobre, mais avec des éléments d'anciens. Donc, par exemple, dans le sud de la France, là où on est, il y a beaucoup de fer forgé. Traditionnellement, dans les maisons, il y avait toujours au-dessus de la porte d'entrée un médaillon avec les initiales des personnes qui y habitaient en fer forgé. Donc, dans le haut de Finote, on a repris le F, style un F un peu en fer forgé qui rappelle ce médaillon, mais qui peut aussi évoquer, pour certaines personnes, le zéro de 0%. Voilà, avec ce Ok. F. Ouais, j'ai vu que c'était assez bien pensé ce médaillon. Ça fait une petite griffe qui pourrait se mettre sur la caps. Enfin, alors je sais pas la fermeture du coup du produit. Ça sera bouchon, capsule. Alors, ça sera des bouchons. Ça sera des bouchons à vis, voilà. Donc des capsules, si tu veux, à vis. Ah vissé, ok, d'accord. Mm. Et ouais, en termes de griffe, c'est sympa, même si je suppose que les seniors seront pas forcément la cible visée pour ce produit-là. Il y a quand même un rappel d'ancien pour un produit un peu nouvelle génération. Ça peut rester intergénérationnel ou est-ce que là, vous avez un focus Gen Z On reste intergénérationnel. Oui, j'arrive à le dire. Mhm. Totalement. Avec le plus grand focus, si tu veux, entre les, je dirais, 25-40 ans. Ok. Focus Ouais, principal. typiquement la cible gueule de joie ou ce genre de. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, en quoi cette marque va-t-elle ou peut-elle constituer un nouveau rituel boisson? Parce que quand on a travaillé ensemble, tu avais vu une manière de consommer ton produit. Donc à l'époque, c'était boisson fonctionnelle. Et l'idée, c'était que tu mettes un petit peu de ton produit condensé dans un carton et que tu squeezes ce carton dans de l'eau pétillante ou normale, enfin voilà, et que ça apporte les bienfaits, le côté fonctionnel dans cette boisson. Et c'est ce genre de lien que je t'ai partagé la semaine dernière avec une boisson qui s'appelle Wins, je crois, W-I-N-S, un truc comme ça, Oui. qui est un produit à base de THC et CBD, donc forcément c'est chez les ricains. Et en gros, tu te promènes comme si tu avais un paquet de clopes, mais en fait c'est un paquet de buvards, quoi, j'ai l'impression. Donc c'est bien brandé, c'est joli, etc. Et leur concept, c'est tu prends ton petit truc et tu le squeezes dans n'importe quelle boisson, dans n'importe quelle circonstance, etc. Le but, c'est de consommer un truc à boire, mais d'avoir le côté apaisant dedans parce qu'il y a un équilibre CBD-THC qui est parfait. C'est pas trop dosé en THC, pas trop dosé en CBD. Donc, tu arrives à ton équilibre nickel pour être chill. Donc, c'est vraiment très spécifique hein, comme cas d'usage. Mais là, pour le coup,
on est très loin de ce genre d'innovation ou nouveauté. Dans ce que tu as décidé de produire au final, ça reste plutôt un produit authentique et traditionnel dans une bouteille 74. Alors, est-ce que peut-être le moule de la bouteille va être un petit peu différenciant ou en quoi ça consiste un nouveau rituel pour toi? Pour moi, en fait, avec Finot, si tu veux, on veut permettre de créer une nouvelle façon de savourer l'apéritif. Donc, on se concentre vraiment sur cette période-là. À savoir l'apéritif, ce que j'ai recherché aussi, c'est on peut le boire directement on the rocks. Parce que perso, moi, où j'ai jamais les ingrédients chez moi pour faire un cocktail, ou des fois je me débrouille pas très bien et le résultat est déceptif. Donc, je cherchais à recréer avec cet apéritif aussi une boisson vraiment gustative qu'on puisse juste boire directement avec des glaçons. Et donc, c'est allié en fait ce côté plaisir, ce côté santé qu'on peut avoir. Et du coup, pour moi, c'est en fin de journée. En fin de journée, le vendredi, même pendant la semaine. Maintenant que j'ai des enfants, tu finis ton travail, tu vas chercher tes enfants à l'école ou ils reviennent à la maison. Et c'est toujours le moment un petit peu, tu vois, où tu es un petit peu dans un tunnel, tu dois préparer à manger, tu as les enfants qui commencent à jouer, tu as ton téléphone qui bip avec des notifications du travail encore, tu as toujours plein de choses à faire. Et là, tu te dis, OK, j'ai besoin, par exemple, de mon petit moment à moi, pendant que je vais préparer tout pour la famille avec mon réconfortant. Et à ce moment-là, je me sers un verre de Finote et je me fais plaisir. Donc ça, c'est un moment de consommation. Un autre moment de consommation, c'est définitivement avec des amis. Euh, Quand on invite à la maison ou quand on va à l'extérieur. Mmh. Euh, Partager ce moment de consommation sociable. Alors, ça permet, par exemple, Finote euh, permet, par exemple, de commencer et continuer avec du sans-alcool ou, à un moment dans la soirée, d'avoir une alternative à l'alcool, si on ne veut pas dépasser un certain quota. Mmh. Ouais, Voilà. je trouve ça limite plus astucieux. Et c'est une réflexion que je me suis faite parce que je parlais beaucoup dans les podcasts de hop water, donc enfin voilà, de l'eau houblonnée. Et au final, c'était juste un genre de thé, donc du houblon dans de l'eau pétillante qui aurait euh, ben, infusé. Et du coup, il y a le goût de la bière, de l'IPA moderne, de la NIPA moderne, etc. Mais au final, quand tu bois, c'est un peu de l'eau citronnée et houblonnée. Et j'en ai fait à la maison. Et j'étais chez moi, j'invitais des amis. Et au bout d'un moment, on boit des bières, on boit plein d'alcool, plein de trucs. Au bout d'un moment, je me dis stop et je finis avec ma boisson que je m'étais faite. Et je trouvais que c'était un parfait compromis pour redescendre doucement vers la fin de soirée, d'arrêter l'alcool, parce que sinon le lendemain, ça allait être difficile. Et, euh, et d'avoir, de digérer, de s'hydrater avec de l'eau, qui est un petit peu premiumisée par autre chose, par d'autres ingrédients. Mais je trouvais ça vraiment sympa, ce côté de redescendre de la soirée doucement, euh, avec un produit qui me rappelle quand même ce que j'étais en train de boire juste avant. Donc ça, ce moment, en tout cas pour moi, ça reste assez en tête, l'après-soirée, quoi. Et je l'ai quasiment jamais entendu. Enfin, pour moi, c'est on prépare la soirée, on est en soirée, machin, mais pas cette fin de allez, un dernier verre avant de rentrer, le dernier truc qui soit te fait décoller, soit te tapis au fond de ton trou. Enfin, du coup, je trouve ça intéressant que tu en parles là. Mhm. Et totalement. Et c'est vrai que ces moments de la soirée, ils sont très propres à chacun parce que euh, je parlais avec quelqu'un d'autre ici qui me disait que bon, il a des ados. Et enfin des ados, ils sont plus ados maintenant, ils ont la vingtaine, mais il trouve que ses fils boivent trop. Quand ils font des repas de famille, il trouve que ses fils boivent un petit peu trop. Et du coup maintenant, à l'apéritif, tout le monde boit du sans-alcool. On commence avec du sans-alcool parce qu'après ils vont passer à table, ils vont boire du vin, mais au moins ils commencent sans. Donc chaque personne en fait peut identifier son moment, que ça soit voilà avant la soirée ou avant le repas familial ou après en finale.
pour justement se désalcooliser un petit peu sa période, période sociale, sa période de moment festif. Ouais, et puis les repas en famille, on sait qu'on se la colle sans vraiment que les gens le voient ou s'en aperçoivent ou autre. Enfin, c'est très très difficile de stabiliser sa consommation, sauf si on va au repas de famille et tu sais que tu conduis, bah voilà, tu prends pas plus de verres de dose d'alcool qu'il faut. Mais si tu conduis pas, t'es l'accompagnant qui conduit pas, qui peut se bourrer la gueule gratuit un dimanche après, voilà, il faut encore le vouloir, mais bon, voilà, qui veut se mettre bien. C'est vraiment difficile de trouver cette stabilité. Et effectivement, encore un autre moment là dont tu viens de parler, je l'ai jamais entendu et je trouve ça très très intéressant, le fait de limite apprendre à ces enfants qui sont majeurs et qui ont le droit de boire, etc. Mais à cet âge-là, soit tu bois pas du tout parce que tu fais partie de cette génération qui boit pas, soit tu bois de manière excessive et tu as du mal à le contrôler. Le fait de rapprendre à tes enfants majeurs à y aller mollo, avec des produits qui sont quand même bons et qui peuvent rappeler, je trouve ça assez astucieux. Mm. Et Ouais. totalement. Et, et ce qui est aussi très intéressant avec le sans-alcool, c'est que bah, tu touchais ça tout à l'heure, mais on est totalement dans l'inclusion. On inclut tout le monde à la table, Mm. que ce soit pour des questions de religion ou pour voilà, problèmes de santé ou autre. C'est c'est la marque, je ne sais pas si tu connais Oat Bird, c'est une marque suédoise de sans-alcool. Non. Très intéressante aussi, elle a un storytelling vraiment. En fait, la fondatrice, elle était assistante sociale et elle s'occupait de pas mal de problèmes de réinsérer des gens qui avaient eu des problèmes d'alcoolisme dans la société. Donc, il les envoyait dans des cures de détox, tout se passait bien, ils étaient impeccables, ils revenaient et puis ils ressombraient. Et en fait, elle leur posait la question, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est parce que ils avaient ce problème de pas être inclus enfin, ça cassait l'ambiance, tu vois. Ils étaient avec leurs amis, ils étaient avec leur famille. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va boire un Perrier ou un jus d'orange ou autre, alors que tout le monde se sirote un bon vin ou un spiritueux, un bon cocktail. D'un seul coup, ça casse un petit peu l'ambiance. Mm. Parce qu'on voit que, enfin, visuellement, les verres ne sont pas au même niveau. On est plus considéré comme un enfant presque, parce qu'on peut consommer, enfin, on consomme des mêmes boissons qu'un enfant pourrait consommer. Et du coup, c'est ça qui les poussait pour se sentir au même niveau que les autres, les poussait à reconsommer de l'alcool et du coup, ça devenait compliqué. Et c'est ça, du coup, qui a poussé cette personne à créer sa marque de vin sans alcool. D'accord. Ouais, c'est Voilà. intéressant, hein, mais c'est comme la viande, encore une fois, en France, quoi. Mhm. On regarde encore un peu les végés ou les véganes d'un œil, voilà, alors que, encore une fois, en Australie, il y a plein de trucs qui sont pas cool en Australie, hein, par rapport à la France, mais en Australie, là-bas, enfin, il y a tous les régimes du monde, personne ne te regarde mal si machin, tous les allergènes, où tout est inscrit dans tous les aliments, dans chaque resto de n'importe quel patelin australien, tu as une option végé ou vegan. Enfin, voilà, on n'y est pas encore. Donc, oui, à chaque fois, le côté social, ou même quand tu as envie de faire un régime, tout simplement, tu fais Mhm. du summer body, là, tu fais un régime et tu vas prendre un apéro avec des potes et tu vas être la personne relou qui C'est ça. prend pas ça ou qui fait attention, machin. Donc, le social, c'est vraiment très, très compliqué. On parle notamment de social drinking, du coup. Mhm. Donc, ouais, c'est des choses auxquelles il faut pallier, mais c'est bien ces marques qui trouvent des solutions. Et comment tu vas t'inscrire face à toutes ces autres marques de spiritueux ou de sans-alcool? Tu sais, il y a des marques qui ont créé un collectif, là. Mhm. Je sais plus toutes les marques dedans, mais je sais que, tu vois, je suis 3 semaines en vacances et j'oublie tous les noms de marques. Mais Juniper peut-être ou bon, vous regarderez, vous tapez collectif sans alcool en France et puis est-ce que tu vas te rapprocher de ce collectif pour donner un mouvement un petit peu communautaire? Est-ce que tu vas faire bande à part? Enfin, comment tu vas te situer face à la concurrence Oui. en Moi, je France? pense que se rapprocher de ce collectif, c'est bien parce que, si tu veux, le sans-alcool, c'est encore jeune. Et plus on en parle, plus on permet de communiquer sur toutes les marques et du coup de faire savoir, de faire apprendre qu'il y a du sans-alcool qualitatif disponible en France. Donc ça, c'est le premier point. Et ce point-là, c'est parce que aussi en interviewant certaines personnes, on m'a dit que
Enfin, j'ai même rencontré des gens qui sont allergiques à l'alcool, qui sont allergiques à l'éthanol, et du coup qui ne peuvent pas boire d'alcool, mais qui ne savaient pas qu'il y avait des solutions sans alcool qui existaient de façon gustative. Du coup, je pense que voilà, en parler, en communiquer, c'est important. La deuxième partie de ces collectifs, qui est très intéressant, c'est de structurer en fait la gamme de sans alcool qu'il y a actuellement, qui est disponible. Parce que on met un petit peu tout le monde sous la même ombrelle du sans alcool, mais on a les apéritifs, on a les spiritueux, on a des cocktails en RTD, on a plein de Et puis il y a du possibilités. 0,0, du 1,2, du 1,4. C'est ouais. C'est ça. Et du coup, ça va permettre, je pense, d'éduquer les consommateurs sur les différentes options et du coup de mieux comprendre en fait et de consommer en fait en pleine conscience. Et tu avais un Voilà. verre de prédilection, enfin un genre de verre sur lequel tu vas travailler peut-être en branding ou même, enfin voilà, pour parler de cette occasion de consommation, dans quel verre ça se consomme? Oui. Alors, j'aime beaucoup les verres de cognac, les gros verres de cognac, mais il y a aussi les verres de vermouth traditionnels. Tu sais, qui sont un petit peu plus les gobelets, mais un peu ouverts comme ça. Oui, Euh, Parce que traditionnellement, un apéritif, un vermouth peut se consommer dans un verre style gobelet avec une olive, une tranche d'orange ou sans tranche aussi. ok. Voilà. Donc, pour l'instant, j'attends de produire la boisson qu'on va produire donc cette semaine là en septembre et du coup de reconsommer notre apéritif dans ces deux types de verres pour vraiment me rendre compte de ce qui est le plus agréable et et finaliser cette partie-là. Donc, à découvrir sur nos réseaux sociaux et autres. D'ailleurs, le podcast touche un peu à sa fin. Donc, vous l'aurez compris, c'est en production. Quand est-ce que ça sort et où est-ce qu'on va pouvoir retrouver Finot si on veut le commander, etc. Enfin, dis-nous tout en termes de liens web et de Oui. connexion. Alors, donc on produit là en septembre, fin septembre, on va lancer en B2B, donc tout ce qui est donc caviste, hôtel, restaurant en France pour commencer. En octobre, fin septembre, début octobre, on a pas mal de dégustations qui sont planifiées et aussi à travers notre site de commerce. Donc, normalement, si tout se profile bien, fin octobre. Voilà, Ok, sur drinkfinot.com. ok. Voilà. drinkfinot.com. Mm. D'accord. Et sur les réseaux sociaux, sur Insta. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur Insta, sur Facebook aussi, TikTok. On va se lancer, et puis bien sûr sur Ok. LinkedIn. Ah, ça m'intéresse ça pour la question finale. Qu'est-ce qui va se passer sur le TikTok de Finot? Ça va être ultra intergénérationnel pour le coup là. Je pense qu'on aura des histoires de famille, on aura pas mal de choses et bien sûr des recettes cocktails qui donneront envie, on Ok, espère. ok, très bien. Bah écoute, est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée, que tu aurais voulu répondre, enfin quelque chose de très spécifique que tu aurais voulu dire à nos auditeurs? Non, je pense que juste si je peux voilà, donner un conseil, c'est par rapport, si vous voulez lancer un projet entrepreneurial, c'est important bien sûr de se lancer à 100% seulement si vous le ressentez dans vos tripes. Parce que des fois, s'il y a quelque chose qui vous posez trop de questions, si vous avez des doutes, c'est que certainement euh, c'est pas le bon projet pour vous. Il faut à ce moment-là un peu plus ou réfléchir ou partir en voyage ou regarder à droite à gauche, mais ça vous guidera vers le bon chemin. Ok, sage note. On en prend note et merci pour nous avoir dévoilé un peu tout ton process et toute ton histoire. C'était vraiment passionnant et j'ai bien aimé cet épisode de rentrée. Ben, merci beaucoup à toi. On se retrouve bientôt. À bientôt. Salut. Salut.